Anne Comnène naît le 1er décembre 1083, dans la chambre de pourpre du palais impérial de Constantinople, ce qui lui confère le titre prestigieux de porphyrogénète, réservé aux enfants nés alors que leur père est déjà sur le trône. Dès sa naissance, son destin semble tracé pour le sommet du pouvoir car elle est immédiatement fiancée à Constantin Doukas, le fils de l'ancien empereur Michel VII, ce qui permet de réconcilier deux grandes familles aristocratiques. Durant sa petite enfance, elle est élevée par sa future belle-mère, Marie d'Alani, qui lui inculque les manières de la cour et une discipline rigoureuse. C'est au cours de ses premières années qu'elle développe une curiosité intellectuelle sans limite, étudiant en secret les textes profanes de la littérature grecque, comme l'Iliade d'Homère, car ses parents craignaient que ses lectures ne corrompent sa vertu. Elle approfondit ses connaissances dans des domaines variés, allant de la logique d'Aristote aux mathématiques et à l'astronomie, tout en s'initiant aux subtilités de la théologie chrétienne. Sa position privilégiée change radicalement en 1087, lorsque son frère cadet Jean voit le jour, devenant l'héritier mâle tant attendu par l'empereur Alexis. Le décès prématuré de son fiancé Constantin, quelques années plus tard, finit de briser ses espoirs de régner par son premier mariage. À l'âge de 14 ans, en 1097, elle épouse finalement Nicéphore Brienne, un général et historien de talent avec qui elle aura 4 enfants. Ce mariage n'est pas seulement une union sentimentale, mais une véritable alliance politique, car Anne commence à former autour d'elle un cercle d'intellectuels et de courtisans qui soutiennent ses ambitions de pouvoir au détriment de son frère Jean, qu'elle juge inapte. La vie d'Anne est bouleversée par l'agonie prolongée de son père en 1118, période durant laquelle elle tente, par tous les moyens diplomatiques et familiaux, de convaincre Alexis de désigner Nicéphore Brienne comme son successeur. Elle bénéficie du soutien inconditionnel de sa mère, l'impératrice Irène Doukas, mais se heurte à la détermination de son frère Jean, qui parvient à s'emparer de l'anneau impérial avant même le dernier souffle de leur père. Après l'accession de Jean II au trône, Anne refuse de s'avouer vaincue et fomente une tentative d'assassinat contre lui en 1119, mais le complot échoue à cause de la loyauté, ou de l'hésitation, de son mari. Privée de ses biens et bannie de la cour, elle est envoyée au monastère de la Kécharitomné, qu'elle avait elle-même contribué à organiser. C'est dans le silence de ce cloître que la princesse déchue consacre les 30 dernières années de sa vie à la rédaction de l'Alexiade, qui est une épopée historique rédigée en 15 livres. Elle y dépeint son père comme un héros idéal face aux défis colossaux de son règne, notamment l'arrivée des croisés en 1096 qu'elle observe avec un mélange de mépris culturel et de perspicacité politique. Elle décrit ces guerriers d'Occident comme des êtres impétueux mais redoutables, tout en soulignant la supériorité de la diplomatie byzantine qui réussit à les utiliser contre les Turcs. Dans ses écrits, Anne offre un témoignage précieux et subjectif sur le choc des civilisations provoqué par la première croisade, en comparant ces chefs barbares à des nuées de sauterelles s'abattant sur l'Empire. Son portrait de Bohémond de Tarente est particulièrement célèbre, car elle y exprime un mélange de haine politique et de fascination pour la stature et le charisme de cet ennemi normand, au regard bleu terrible. Elle relate avec une indignation manifeste les entorses au protocole byzantin commises par les chevaliers occidentaux, comme l'épisode où un croisé a osé s'asseoir sur le trône impérial, illustrant ainsi l'abîme culturel séparant Constantinople de l'Europe latine. L'Alexiade se distingue également par sa précision technique et scientifique, notamment lorsqu'elle traite des instruments de guerre. Anne fournit une description détaillée du feu grégeois, cette arme secrète composée de résine de pin, de soufre et de naphte, projetée par des tubes de bronze pour incendier les flottes ennemies. Ses connaissances ne s'arrêtaient pas à l'art militaire puisqu'elle possédait une expertise médicale avancée, issue d'une formation encyclopédique couvrant la médecine et la gestion hospitalière. Elle a dirigé un grand complexe hospitalier et a décrit, avec une rigueur clinique, les symptômes de la maladie finale de son père, analysant ses difficultés respiratoires et l'enflure de ses membres, tout en critiquant souvent l'incompétence des médecins de la cour. Par cette œuvre monumentale, Anne Comnène a réussi à forger sa propre version de l'histoire en analysant avec finesse la psychologie des chefs de guerre et les rouages de la diplomatie byzantine. Même si son récit reste partial et dévoué à la réhabilitation de son père, elle a su transformer sa défaite politique en un triomphe littéraire qui demeure, aujourd'hui, la source principale sur la perception byzantine des croisades. Jusqu'à sa mort vers 1153, Anne utilise son exil pour transformer sa frustration en un testament littéraire, où elle se met en scène comme la gardienne de la mémoire et de la culture grecque face à la montée des mondes latins et musulmans. Elle incarne la figure d'une femme de pouvoir qui, malgré son éviction de la scène politique, a su imposer sa voix et son regard sur le monde pour les siècles à venir, en devenant la première femme historienne de l'Occident.